Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Demain c'est loin, le podcast qui anticipe le sport de demain. Si vous nous êtes fidèles, vous le savez, Demain c'est loin alterne les épisodes qui parlent des innovations ou des nouveaux acteurs qui bouleversent l'écosystème du sport. Et aussi, nous avons des épisodes dans lesquels nous évoquons des bouleversements qui proviennent cette fois-ci des attentes sociales, sociétales ou des citoyens. C'est le cas de l'épisode du jour, celui que vous écoutez aujourd'hui, puisque je reçois Mickaël Ferisi dans un épisode intitulé « Le sport doit-il faire sa révolution écologique ?» On va parler de char à voile, de football, de ski, d'événements grand public. On va surtout déterminer si le sport est contraint d'intégrer dès aujourd'hui l'écologie dans sa réflexion globale. Si vous n'êtes pas familier du sujet, pas de souci, vous le savez, nous, on prend le temps de vous expliquer les enjeux actuels avant de parler et d'anticiper le sport de demain. Je suis Samy Bouclé, fondateur de l'Observatoire Sport et Digital, prêt à embarquer dans le sport de demain. Demain c'est loin, autant l'anticiper aujourd'hui. Demain c'est loin, épisode 3, c'est parti. Bonjour Mickaël. Bonjour Samy. Enchanté, merci d'accepter d'échanger aujourd'hui avec nous pour nous parler d'écologie, comme je le disais dans l'introduction. L'écologie dans le monde du sport actuel et surtout dans le monde du sport de demain. Mickaël, avant qu'on développe un peu ces sujets-là qui, je suis sûr, seront hyper intéressants pour nos auditeurs, je voulais te présenter et expliquer pourquoi, selon moi, tu fais partie des spécialistes du sport français dans cette notion d'écologie. On verra ce que ça englobe, la notion d'écologie. Mais donc, avant toute chose, je vais te présenter. Donc, Mickaël, toi, tu as commencé finalement ton aventure professionnelle dans le monde du sport en étant dans la com de certains clubs de rugby particulièrement, c'est ça? C'est ça. T'es rugbyman de base ou non? Pas du tout. C'est ça qui est marrant, c'est que alors j'aime bien le rugby depuis un bon moment. C'est mes origines familiales, mais j'ai fait 20 ans de hand. Okay. Joueur, entraîneur, arbitre, etc. Bénévole, enfin j'ai tout fait. Okay. Mais je suis venu au rugby parce que j'habite dans une région de rugby et qu'à un moment donné on peut pas y couper. Donc ouais, pas le choix. T'es à Castres, c'est ça? C'est ça, à Castres, où j'ai travaillé notamment au Castres Olympique pendant 3 ans. Ouais. Et c'est pas évident pour d'autres sports de vivre à côté du rugby là où je suis, mais c'est intéressant quand même. Ok. En 2020, tu fondes le média Écolosport, c'est ça? Ouais, est-ce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est Écolosport pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce média-là? Est-ce qu'ils existent déjà? Mais ouais, bien sûr. Donc ouais, c'était en 2020 pendant le tout premier confinement. J'étais encore au Castres Olympique à ce moment-là. Le monde de l'événementiel sportif est à l'arrêt complet, donc je suis chez moi en train de faire les 100 pas plus ou moins. Et puis je commence à me renseigner un petit peu sur les sujets d'environnement dans le sport parce que j'avais cette sensibilité-là et le côté passion évidemment pour le sport depuis toujours. Et en fait, en faisant des recherches, je ne trouvais rien, ou alors un article par-ci, par-là dans l'équipe, dans la Dépêche, dans Ouest France, enfin ce genre de choses. Et c'est là que ça a fait tilt. Je me suis dit tiens, je vais créer ce qui était à la base vraiment un blog en fait, moi qui écrivais pendant 2 ou 3 fois par semaine sur des sujets que j'avais vus, lus ou qui m'intéressaient. Okay. J'ai vite compris qu'il fallait que je switch un petit peu sur quelque chose d'un peu plus ambitieux. Et d'autres personnes m'ont rejoint dans l'aventure. Assez rapidement parce que ça a été créé en mai-juin 2020 et au final en septembre on était déjà 3 ou 4. Okay. Ça a été assez rapide. Ça m'a bien aidé dans le sens où j'ai repris mon activité de manière un peu classique au CO, donc j'avais pas forcément le temps que j'avais pendant le Covid. Ouais. Et donc aujourd'hui, 3 ans après, c'est un média à part entière qui traite de l'écologie dans le sport de manière positive. On essaie plutôt d'être dans le côté un peu inspirant, de créer une dynamique un peu vertueuse. Et donc, tous les jours, ou presque, on a un article qui vient de traiter d'un sport, d'un angle, d'un sujet différent. Donc ça, c'était pour la base. Et maintenant, on a aussi créé notre propre série de podcasts. On est en train de créer notre propre web-série. On a plein de projets dans les cartons. Mais voilà, l'idée sera toujours la même, c'est de parler de la transition écologique dans le monde du sport de manière positive, en parlant des bonnes pratiques, en mettant en avant les acteurs du changement. Voilà. Et ça marche plutôt bien. On est assez contents.
Ouais, c'est utile et c'est pour ça qu'on en fait un sujet aujourd'hui. Et tu as développé, comme tu le disais, le média Écolo Sport et puis qui a donné naissance. J'imagine que c'est ça dans l'ambition qui s'est développée au fur et à mesure, l'agence Écolo Sport qui justement accompagne les acteurs du sport dans cette transition, cette prise de conscience écologique. C'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est ça. La genèse, en fait, c'est que bon, il y a un des rédacteurs qui m'avait rejoint courant 2020 ou 21, je sais plus, Eddy Clemenzac, qui est aujourd'hui mon associé sur l'agence. Ok. En fait, donc lui, il était bénévole. Il avait professionnellement, il était dans la formation, dans l'audit, dans le conseil. Okay. Et dans l'événementiel surtout, sportif notamment, mais pas que. Et en fait, on discutait de potentiels accompagnements qu'on pouvait faire dans le sport. Moi, j'avais plus cette casquette un peu communication, média, un peu conseil, mais moins que lui quand même. Et puis on s'est dit, bah banco, on y va, on va créer l'agence parce qu'on voyait en fait qu'on avait des acteurs qu'on connaissait qui nous disaient, bah est-ce que vous pouvez nous aider, est-ce qu'on a besoin de conseils, on sait pas trop par où commencer. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est dit, bon allez, on y va ensemble. Il était auto-entrepreneur, moi j'avais quitté le CO et j'étais aussi auto-entrepreneur, donc on s'est juste alliés et on a créé l'agence à ce moment-là. Effectivement, on accompagne les acteurs du sport, quels qu'ils soient, toutes les organisations sportives dans leur transition écologique, que ce soit du conseil, de la communication ou de la formation. On a ces trois volets-là dans l'agence, donc ça vit à côté du média et l'idée c'est aussi que l'agence puisse faire vivre le média financièrement un petit peu. C'est aussi un modèle économique qu'on essaie de mettre en place. Ok, intéressant et intelligent, je pense. Super. Bon, on va s'arrêter là pour la présentation et on va rentrer dans le vif du sujet, si tu le veux bien, pour dans cette première partie évoquer l'état des lieux, finalement, l'écologie, où est-ce qu'on en est et pourquoi c'est un sujet aujourd'hui et pourquoi ça sera potentiellement un gros sujet demain. C'est parti. Parti du coup pour évoquer l'état des lieux de l'écologie dans le monde du sport. J'ai une première question très basique pour que tout le monde puisse s'approprier un peu le sujet. Toi, tu parles de sport durable. C'est quoi finalement le sport durable? C'est quoi ta définition du sport durable? Sport alors, c'est un sport qui se fait dans le présent, mais qui pense au futur. Qui se dit pas, bah, on va faire toujours plus de compétitions, de matchs, etc., parce que ça nous rapporte de l'argent, sans penser au fait que c'est en train de détruire la planète et que ça participe à cette destruction. Je dis pas que le sport est le seul fautif, évidemment, loin de là, mais ça y participe, et comme toutes les autres industries. Donc c'est un sport qui pense au futur tout en ayant son activité dans le présent. Ouais. Donc l'idée c'est de pouvoir... il n'y a pas de sport viable sur une planète qui ne l'est pas. Donc l'idée c'est aussi ça, le sport a sa part, doit faire sa part. Donc le sport durable, à mon avis, c'est ça, c'est un sport qui prend soin de son avenir. Ouais. Dans ton métier, et en préparant ce podcast-là, tu me parlais de l'impact des objectifs de développement durable qui ont été énoncés par l'ONU en 2015. Globalement, les objectifs de développement durable, comment on passait et comment l'écologie s'imbrique finalement dans notre quotidien, ou comment il doit s'imbriquer pour le monde du sport, mais de façon un peu plus générale. Deux choses. Il y a une première chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'écologie n'est pas le synonyme de développement durable. Et ça, il y en a beaucoup qui ne le voient pas forcément, parce que c'est pas de leur faute, c'est qu'ils n'ont pas forcément cette info-là ou cette connaissance-là. Mais le développement durable, ça va au-delà de l'écologie. Ça comprend l'écologie, mais ça prend en compte des sujets comme l'accès à l'éducation, l'égalité des sexes ou entre les personnes, l'inclusion, le handicap, etc. Donc l'écologie n'est qu'une part importante, effectivement, du développement durable. Quand on mène une stratégie de développement durable aujourd'hui, c'est pas centré sur l'écologie, il faut aussi prendre en compte le reste qui est aussi important et qui est aussi en lien avec l'écologie au sens premier du terme. On a une stratégie de transition écologique, ça inclut plus d'égalité, ça inclut plus d'inclusion, c'est assez naturel en fait. Donc tout est lié pour avoir un monde durable et une société qui prospère et qui est viable aussi. Ouais. L'impact écologique, toi, tu as eu l'impression qu'il y a eu
un déclic. On parle beaucoup de la crise énergétique qu'il y a eu en France, notamment avec la guerre en Ukraine. Mais est-ce que tu ressens, toi, dans ton quotidien, avec les échanges que tu as avec tes partenaires ou tes clients, que justement tout le monde s'approprie le sujet, ou ça reste encore entre guillemets un petit truc sur lequel il faut avancer parce que nos enfants nous en parlent le dimanche. Ouais. C'est pas assez selon moi. On a quand même des rapports successifs du GIEC qui nous alertent en mode maximal sur ce qui se passe. On n'en prend pas forcément compte. À chaque fois qu'on a eu des avancées importantes, je trouve, dans la prise en compte de ces enjeux, c'est quand il y a une crise sanitaire. Pour moi, le Covid a été un vrai tournant là-dessus. C'est quand il y a une crise économique, c'est-à-dire que le prix de l'énergie est en train d'exploser, donc on se soucie du fait qu'on consomme trop d'énergie. Donc en fait, c'est toujours par d'autres canaux qu'on arrive à avoir, de manière générale, hein, j'entends. Ouais, bien sûr. C'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est par d'autres crises en fait qu'on arrive à se dire, en fait, tiens, faudrait peut-être qu'on fasse un peu plus attention à nos ressources, à comment on consomme, à comment on vit. Dommage, pourtant on a des signaux assez importants qui nous arrivent tous les mois, tous les ans, avec des rapports du GIEC, avec des rapports de certaines ONG, avec tout un tas de documents, de livres qui paraissent à chaque fois. Mais c'est jamais, j'ai l'impression qu'au global, c'est jamais vraiment ces documents-là ou ces alertes qui alertent justement l'opinion et la population. Ouais. Est-ce que, de ton point de vue, c'est justement il faut forcément une crise pour faire changer à court terme les idées, et une fois que cette crise disparaît, c'est back to business, on retourne à la normale. Est-ce que tu le ressens, ou selon toi tu oses espérer, comme moi, que finalement c'est un tournant, et dans nos idées, dans notre réflexion globale du quotidien, et en 2030 aussi, on aura ces réflexes-là, justement, de penser à la planète et d'intégrer ça dans toute notre démarche, dans toutes nos décisions. Je pense qu'on est en plus à faire attention, à avoir pris un peu ce virage, les jeunes comme les moins jeunes, parce que c'est pas forcément évident pour les générations de mes parents, par exemple. Moi j'ai 30 ans, mes parents ont 55, 60. Cette génération-là n'est pas forcément avertie autant que nous, et nous on n'est pas autant avertis que ceux qui ont 15 ans aujourd'hui et pour qui c'est beaucoup plus naturel. Donc le virage est en train d'être pris, oui. Pas suffisamment vite, c'est certain, parce qu'il y a une telle urgence que de toute manière je pense que si on est assez fataliste, on ne prendra pas le virage de manière suffisamment rapide, et qu'il est déjà nécessaire de commencer à réfléchir à comment on pourra s'adapter aux conséquences du changement climatique et de tout ce qui en découle. Là je crois qu'on est sur une trajectoire à plus 3,2 degrés à 2050 ou 2100. Donc c'est pas du tout viable en fait. Là on est à plus on a déjà augmenté la température sur Terre de manière significative, et chaque 0,1 degré supplémentaire a des conséquences néfastes et importantes. Donc quand on dit plus 3,2, c'est pas juste que l'été au lieu de 32 il fera 35. C'est qu'il y a tout un tas de conséquences écosystèmes sur les écosystèmes, sur le vivant, qu'il faut prendre en compte. On n'en a pas conscience aujourd'hui, mais typiquement la disparition des abeilles serait une catastrophe. On en parle de plus en plus des abeilles quand même, mais ça a l'air insignifiant comme ça pour beaucoup. Ça n'est absolument pas. Donc c'est là où en fait il faut essayer de comprendre vraiment les enjeux, mais ça passe aussi par un relais appuyé des médias. Alors, moi et ceux qui sont avec moi, on le fait au niveau du sport parce que c'est important, mais il y a une responsabilité énorme sur les médias qui informent au quotidien les citoyens, et on n'en parle pas suffisamment, mais alors pas suffisamment du tout, quoi. On a vraiment besoin que on parle peut-être un peu moins de certains sujets et beaucoup plus de la crise qui nous arrive sur le coin de la figure. Il faut que tout le monde se bouge, et je crois qu'il faut aussi que les médias fassent leur part. Ouais. Justement, est-ce que la prise de conscience, elle doit être individuelle et collective? Il n'y a pas de sanctions, ou très peu de sanctions qui sont faites. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas selon toi? Le plus gros du changement interviendra en légiférant.
en mettant en place des lois qui vont peut-être contraindre au début, mais qui vont dans le bon sens, parce qu'aujourd'hui il y a quand même un consensus scientifique. Ceux qui n'y croient pas ferment juste les yeux finalement. Le consensus il est mondial, il est total. On sait qu'il y a un changement climatique qui est dû à l'activité humaine, c'est comme ça. Maintenant, on a juste à s'adapter, à changer nos comportements. Donc oui, il faut légiférer. Et alors, on a plutôt l'habitude en France de dire qu'on n'en fait pas suffisamment, parfois ailleurs aussi en Europe, ou dans le monde d'ailleurs. Mais il y a pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est un peu l'actualité pendant qu'on se parle, mais le gouvernement a débloqué 2 milliards pour développer un nouveau plan vélo. Alors, est-ce que c'est pas assez ou pas assez, ça, je vais pas m'exprimer là-dessus, mais c'est déjà un bon premier pas en tout cas pour faire changer les comportements dans la mobilité de chacun. Et je pense que voilà, c'est en débloquant des budgets, en mettant des lois en place pour contraindre certains comportements ou certaines activités polluantes qui n'ont plus leur place aujourd'hui, qui n'avaient déjà pas leur place avant. Je pense que c'est aussi valable dans le sport, c'est-à-dire que quand une fédération ou une ligue met en place, je pense à la LFP par exemple, des critères environnementaux dans la validation de la licence pour les clubs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2, quand ces points-là représentent 11% de la licence club, c'est quand même conséquent. Pour l'attribution des droits télé, là forcément il y a des millions en jeu, donc je pense que les clubs vont peut-être accélérer le pas là-dessus, mais encore une fois, il faut que ça soit par un autre biais qu'on arrive à cette transition écologique. Il faut qu'il y ait des millions d'euros en jeu, une licence en jeu, pour se dire il faudrait peut-être qu'on fasse notre transition écologique et qu'on se bouge là-dessus. Il faudrait donc, à mon sens, que la transition écologique soit prise par le bon bout et pour les bonnes raisons. Sauver notre sport, parce que si la planète est invivable demain, il n'y a pas de sport. On l'a vu pendant le Covid. Pendant le Covid, le sport, la culture étaient à l'arrêt parce que c'était pas essentiel, c'était pas primaire. Sur une planète able demain ou trop chaude, on est en première ligne, quoi. Le sport est en première ligne, la culture le sera aussi peut-être, d'autres activités sûrement. Donc l'enjeu, il est là. Ouais, c'est ça. Là, tu touches une notion qui est rentrée dans le langage courant depuis quelques années maintenant, le côté greenwashing, où vraiment entre les actions justement pour arriver à ses fins et les actions vraiment cohérentes, voulues et qui participent à la stratégie de long terme. Et l'enjeu, c'est plutôt vers la deuxième solution, du coup, c'est ça. Sur la stratégie. Je vais apprendre avec toi quelques exemples qui ont été marquants dans le monde du sport. On parle de façon générale et c'est très bien pour embarquer tout le monde. Quand on parle d'écologie dans le monde du sport, on a déjà deux types de sujets qui nous viennent, des plutôt côté positif qu'on retrouve assez facilement sur le média écolo-sport, et d'autres qui ont été sujets à controverse. Si tu veux bien, on va commencer par les quelques mauvais exemples. Cet hiver, notamment avec l'utilisation de la neige pour les compétitions de ski, on voit le climat et les températures sont positives, c'est un peu plus difficile d'avoir de la neige en station. C'est quoi l'enjeu ? Est-ce que c'est d'investir dans des canons à neige pour pouvoir avoir de la neige artificielle ou d'élitreuiller des quantités de neige depuis des glaciers pour redescendre ensuite et avoir des belles pistes de ski. Ça, c'est ce qui se fait et ce qui a porté confusion. Et l'autre exemple, notamment du Tour de France l'été dernier, quand on avait eu des températures caniculaires qui sont potentiellement qui vont devenir la norme dans les années qui suivent. La solution avait été d'asperger le bitume et les routes pour que les cyclistes puissent continuer de rouler. Là, on voit qu'il y a des difficultés de s'approvisionner en eau à l'heure actuelle, alors qu'on est qu'au printemps et qu'on n'est pas sous canicule. La gestion dans le monde du sport, ça va devenir un des enjeux, où c'est déjà l'enjeu principal. Tu as parlé du vélo, du ski. On aurait pu aussi parler des golfs, qui chaque été vont être de plus en plus pris à partie par les manifestants. Ouais. Et parce qu'ils utilisent trop d'eau et ils en ont conscience. Ça commence un petit peu quand même à bouger aussi dans le golf. Mais on parlait, c'était ta première question de sport durable tout à l'heure. Ouais. Je prends l'exemple du ski, enfin du moins de cette neige artificielle utilisée.
c'est typiquement, c'est-à-dire qu'on pense à l'instant présent, et je le comprends. Il y a des emplois en jeu, il y a une certaine activité économique à sauver, donc j'entends complètement l'enjeu, c'est évident. Mais quand on vient utiliser cette eau et la transformer en neige, on ne pense pas de demain, on ne pense pas au sport de demain. Quand on vient en plus en élytroyer, c'est évidemment bien encore pire. Donc la notion de sport durable, elle est là, c'est de faire les choses en pensant à dans 20, 30, 50 ans. Cette pratique-là, à mon avis, n'est évidemment pas durable, ça c'est certain. Sur le vélo, sur le Tour de France, effectivement, ça avait choqué. Moi, le premier, avec un peu de recul, je me suis dit quand même que les quantités d'eau étaient minimes. Dérisoire, ouais. Était dérisoire, hein. Ce qui a été utilisé était assez dérisoire, mais c'est le symbole, c'est la symbolique. On utilise de l'eau pour rafraîchir des routes en plein été, parce qu'il fait beaucoup trop chaud, que potentiellement les pneus vont fondre sur l'asphalte bouillant. L'image, elle est forte, la symbolique, elle est très forte, et utiliser de l'eau dont on manque, alors en pleine sécheresse et en pleine restriction d'eau, pour permettre à des cyclistes de rouler à travers la France. J'adore le Tour de France, hein. Je le regarde tous les étés, mais c'est un événement qui pollue beaucoup, c'est un événement itinérant, donc par essence polluant. Même si le Tour de France est en train de mettre un certain nombre d'actions en place, ça reste polluant aujourd'hui. Donc l'image était forte, la symbolique était trop forte aussi, d'utiliser de l'eau qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Certains villages n'avaient plus d'eau, et l'organisation utilise de l'eau pour rafraîchir les routes. Même si c'était minime, de quantité d'eau, de volume d'eau, ça ne fonctionne pas, évidemment. Donc, les ressources, il faut les utiliser avec bon escient, évidemment. On va en manquer, notamment l'eau. On parle de l'énergie, c'est un autre problème. C'est plus la partie économique qui pose problème. On a failli manquer d'énergie cet hiver, d'électricité. Il y a eu une crainte, c'est pour ça qu'il y a eu ce plan de sobriété énergétique qui a été déployé sur l'ensemble des industries et notamment sur le sport. Ouais. Donc il y a quand même cette crainte, et la crainte va être de plus en plus importante dans les années qui viennent. La canicule, on va y avoir droit. Ce sera plus une canicule, ou alors la canicule sera encore bien plus chaude que ce qu'on a pu vivre l'été dernier. Et déjà l'été dernier, c'était quand même très 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 compliqué de vivre avec ces températures. Donc le sport doit s'adapter, le sport doit minimiser l'utilisation de sources, ou du moins le faire de manière durable et donc écologique. Ok. Parmi les mauvais exemples, on parle encore de symboles. On se rappelle tous du fameux char à voile qui avait été lancé par un certain entraîneur de sport. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire alors, ça a été pris comme du mépris. Je pense pas que ce soit du mépris, mais c'est plutôt une mauvaise blague. Une mauvaise blague. Pour moi, c'est une blague avec toute l'inconscience au changement climatique qui en a résulté, en fait. Je pense que Christophe Galtier sait bien qu'il y a un changement climatique. Pardon ? T'as dit le nom, je sais pas dit. Oui, c'est Christophe Galtier. Je pense qu'il a conscience du changement climatique à un certain point, peut-être faible, mais voilà. Je pense qu'il a voulu une blague qui a sûrement permis de faire le sujet, par contre. Donc ça, c'est aussi un mal pour un bien, finalement. C'est que non, on ne peut pas rire de ça. On peut rire de ça, mais avec les bons mots, les bonnes utilisations et les bonnes formes. Ouais. Mais là, l'idée, c'est quand même il a une voix qui porte énormément. Mbappé à côté, c'est pareil. Ils ont une voix monumentale. Si demain, ces deux-là, en conférence de presse, expliquent que effectivement, ils vont prendre... J'invente, hein, je suis dans la fiction, mais qu'ils vont prendre le train pour aller à droite, à gauche, etc., ou qui parlent juste d'écologie, le message, il est déployé à vitesse grand V, à une vitesse que ne peuvent pas, avec une aura que ne peuvent pas avoir les scientifiques qui se multiplient sur les plateaux de télé ou dans les journaux. On a besoin d'eux, même si évidemment, pour parler, il faut un minimum, il faut pas être parfait, évidemment, parce que personne ne l'est. Mais il faut au minimum en faire un petit peu, quoi. Voilà, il faut un petit peu nettoyer devant sa porte quand même, sans être parfait, évidemment. Mais voilà, c'était pour moi une blague malheureuse. Ok. Et du coup, tu parles de cette blague,
il l'aurait certainement pas fait s'il est convaincu de l'urgence climatique, j'imagine. Complètement. C'est un enjeu, selon toi, d'éduquer. S'il dit char à voile, c'est qu'il voit pas d'autres solutions. Et ça, c'est problématique. Il voit pas qu'il y a un bus qui part à vide en même temps que l'avion part. Il voit pas qu'il y a des trains, a priori. Alors oui, il y a des contraintes aujourd'hui et c'est très compliqué. Il y a des contraintes de sécurité, de logistique, d'horaire. Il y a tout un tas de problématiques à régler, mais c'est une option. Et d'ailleurs, la balle n'est pas que dans le camp des clubs. J'insiste aussi sur le fait que la balle est aussi dans le camp de la SNCF qui doit aussi faire des efforts. Certains, a priori prêts à en faire, sur d'autres moins. Sur le fait de rouler la nuit, par exemple, c'est très compliqué parce qu'il y a des travaux de maintenance. Et effectivement, si la nuit on ne peut plus les faire, on les fait quand ? Donc il y a une vraie problématique là-dessus. Mais on ne peut pas nier qu'il y a d'autres façons de faire. Il y a des bus pour aller à Nantes. Nantes, par exemple, a fait le Nantes-Paris en bus. Donc il y a des solutions, mais ça révèle mes connaissances du sujet, une certaine méconnaissance du changement climatique, raison de ce changement climatique et de la place de la mobilité dans ce changement climatique. Il faut former les entraîneurs, il faut former les éducateurs pour le monde amateur, il faut former les joueurs pour qu'ils puissent aussi prendre la parole de manière sereine. Parce que j'ai eu au téléphone des athlètes qui me disaient, qui ne voulaient pas prendre la parole, soit parce que leur pratique sportive les amène à faire le tour du monde X fois, ou à prendre l'avion beaucoup trop souvent, donc ils se sentent illégitimes à parler, et je l'entends, soit parce que le sujet est assez technique finalement. On parle de sujets un peu scientifiques. Moi, typiquement, je ne suis absolument pas, j'ai pas ce bagage scientifique à la base. C'est pas évident d'appréhender ces sujets-là. On parle de CO2, on parle de méthane, on parle d'énergie. Quand on ne connaît pas le sujet, quand on ne maîtrise pas non plus ce côté un peu scientifique et qu'on n'est pas à l'aise avec ça, on peut vite dire des bêtises. Et sur les réseaux sociaux, c'est une traînée de poudre derrière. Si on dit une bêtise, donc l'image empathie aussi. Donc, c'est très compliqué. Donc il faut former les sportifs, toutes les catégories du sport, que ce soit des joueurs, les salariés, les bénévoles, les dirigeants beaucoup. Les dirigeants, on n'en parle pas assez, mais on parle souvent des joueurs et des entraîneurs parce qu'ils sont en première ligne. Bien sûr. Mais c'est les dirigeants qui prennent la décision de mener une stratégie éco-responsable ou sociétale importante. C'est eux qui légifèrent aussi parfois dans les plus hautes instances, donc il faut former les dirigeants. À moins penser aux financiers et plus à la planète. Ouais, c'est ça, c'est d'inclure vraiment l'écologie dans la réflexion et dans la stratégie sur le long terme. Et j'avais juste, pour terminer cette première partie sur des notes positives, on a le premier exemple quand on parle d'écologie dans le monde du sport et dans le monde du foot, c'était les Forest Green Rovers dans le sud de l'Angleterre, le club le plus écologique du monde. Le premier club de football neutre en carbone. Ils avaient mené plein d'actions différentes. Selon toi, est-ce que c'est un bon exemple? Est-ce que c'est un exemple facile à reproduire? Oui, parce que ils ont poussé le curseur jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils ont été au maximum de ce qu'ils font, je crois, ce qu'ils pouvaient faire, autant sur la partie de l'énergie que sur l'alimentation, que sur la gestion de la pelouse, que sur la mobilité et aussi le stade et le projet économique qu'il y a derrière. En fait, ce qui est intéressant avec le Forest Green Rovers, c'est que le projet environnemental qui a été mené a été validé économiquement et sportivement. C'est-à-dire que le fait d'avoir mis en place cette stratégie jusqu'au boutiste leur a permis une couverture médiatique très importante, parce que très vite, ils ont été élus par la FIFA club le plus écologique du monde. Alors qu'ils évoluent en 4e division anglaise, donc c'est quand même pas la panacée en termes de médiatisation. La médiatisation a amené des partenaires économiques, des sponsors davantage, beaucoup plus, jusqu'au point d'avoir une liste d'attente. À un moment donné, ils ont une liste d'attente de sponsors parce qu'ils avaient plus à vendre, en fait, tout simplement. Forcément, quand il y a plus d'argent, on peut améliorer l'équipe. Et l'équipe est montée pour la première fois de l'histoire du club en 3e division cette année. Je crois qu'ils vont vite parce qu'ils sont pas super bien en classement. Mais c'est la première fois qu'ils sont montés en 3e division de leur histoire. Et ça, c'est grâce à cette stratégie. Le club a été repris 10 ans plus tôt par Dale Vince, qui est un homme d'affaires dans l'énergie verte. Le club allait faire faillite. 10 ans après, ils montent pour la première fois de leur histoire en 3e division. Ils ont un budget important. Ils ont un projet qui est incroyable. Alors,
moi, il me fait un peu tiquer pour certaines raisons, mais ils sont en train de construire un éco-parc avec à l'intérieur de cet éco-parc un stade en bois, le premier stade en bois au monde. Okay. Donc il n'y a pas de béton, c'est vraiment du bois. Je crois que c'est un stade qui fait 5000 places, donc qui n'est pas non plus démesuré, et qui est adapté au club. Alors, qui dit construction dit artificialisation des sols, même si c'est un stade en bois, on vient encore construire plutôt que rénover. Donc ça, j'ai mis quelques réserves là-dessus, mais en soi, sur le reste, à côté du stade, il y aura effectivement un centre d'entraînement avec tout le club qui sera sur place. Et ensuite, il y aura des bâtiments dans lesquels les entreprises qui œuvrent pour le zéro carbone seront les bienvenues. Et ce sera uniquement pour cette raison-là. Et dans cet écoparc, évidemment, la biodiversité aura largement sa place, puisqu'il y aura un certain nombre de haies plantées, d'arbres plantés, pour favoriser la biodiversité et la vie des écosystèmes. Donc, il est incroyable et peut faire passer le club dans une autre dimension aussi. Il a attiré des actionnaires et des investisseurs. Je pense notamment au joueur de football Hector Bellerin, qui est un ancien joueur du Barça, d'Arsenal, et actionnaire aujourd'hui du club parce qu'il a cette sensibilité écologique-là. C'est un modèle de réussite. Maintenant, c'est un modèle de réussite aussi parce que c'était un petit peu un ovni dans le monde du football et que les sponsors se sont dit oh, c'est génial, je veux accompagner ce projet. Les premiers arrivants. Si demain, je le souhaite, tous les clubs font ça, il y a moins ce côté un peu différenciant et avantage concurrentiel. Donc il y aura peut-être un peu moins cet effet ouah et cet effet économique important. Néanmoins, ça aura un effet. Les tâches sont nombreux et en fait, il faut aussi comprendre que une transition écologique n'est pas une charge, un coût, c'est un investissement. On investit sur l'avenir de notre sport, déjà, du club aussi. Et voilà, quand on met effectivement des panneaux solaires partout sur le toit du stade, par exemple, alors oui, c'est un coût important, mais au final, on produit sa propre énergie. Il y a des coûts d'énergie en moins, c'est des charges en moins, pardon, c'est des économies. Il y a tout un tas de choses qui se mettent en place. Donc, non, c'est très intéressant. Et pour moi, il faut que c'est un modèle à suivre. Est-ce que c'est facile à mettre en place ? Probablement pas, ça prend du temps. Et c'est peut-être ça le problème. Vas-y. C'est quand même inspirant. Pour finir sur une note positive, parce qu'on est positif chez Ecolosport, c'est quand même très inspirant et il y a beaucoup de clubs qui s'en inspirent aujourd'hui, en France, en Angleterre et ailleurs, et même des clubs d'autres sports. Donc non, c'est très inspirant. Merci Mickaël pour cette première partie. On a vu l'état des lieux, on a parlé de pas mal de sujets sur le monde du sport. Ce que je te propose, c'est de switcher sur cette deuxième partie, finalement le sport de demain, comment toi tu l'envisages. Et là, tu auras évidemment la parole sur tous ces sujets. Allez, on passe à la partie 2. Le futur du sport dans l'écologie, on a parlé de plein de sujets en partie 1. Comment toi tu l'envisages ? Comment sport, les sportifs, les décideurs, les acteurs du monde du sport actuel peuvent s'imaginer s'impliquer dans le sport durable ? Sport idéal, la transition écologique est au cœur en fait des stratégies des organisations sportives, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas que ça évidemment, stratégie commerciale, digitale, etc. Évidemment font toujours partie des stratégies des clubs et des fédés, des ligues, etc. Mais la transition écologique doit prendre une part importante de ces stratégies. Pour ça, il faut y allouer un budget, évidemment. Il n'y a pas de stratégie viable sans budget alloué. Donc, qui dit budget dit forcément ça a un coût, etc. C'est ça aujourd'hui qui bloque aussi, c'est qu'on voit pas ce que je disais tout à l'heure, on voit ça comme une charge et pas comme un investissement. Dès lors qu'on ne le voit plus comme une charge, je pense que ça va beaucoup plus vite. Aujourd'hui, je pense que pour que le sport soit plus durable, il faut réduire le nombre de compétitions. C'est un peu à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui, effectivement, puisqu'on a tendance à vouloir une Coupe du Monde tous les 2 ans, à augmenter le nombre de courses de Formule 1 chaque année, à augmenter le nombre de matchs, à créer des compétitions à droite, à gauche, etc. Coupe du Monde des clubs dans le rugby aussi, par exemple. Enfin, voilà. Il y en a des exemples, justement, mais, et beaucoup s'accordent à le dire, si on réduit le nombre de compétitions, le nombre de matchs, déjà on repose les organismes des sportifs qui sont souvent un petit peu malmenés. Et puis surtout on réduit le nombre de déplacements, donc on réduit la pollution générée par ces événements et ces matchs. Je crois qu'il faut donc déjà commencer par réduire
Ouais, le nombre d'événements. Ouais, je ouais, t'en prie, vas-y. on ne l'a pas nécessairement précisé, mais l'impact du transport dans l'écologie, c'est ça le plus gros enjeu Très dans clairement, vos parce que clients. aujourd'hui, le 75 à 90% en fonction des événements de l'impact carbone d'un événement est lié au transport. Okay. Alors, il n'y a pas que le carbone qui compte, la biodiversité aussi, tas de choses qui comptent évidemment, Bien mais sûr. déjà, quand on a plus des 3/4 d'un événement sportif dont l'impact carbone est lié au transport, on se dit qu'on a déjà un bon premier levier à activer. Et alors évidemment, c'est pas, sur les 80%, on va dire 80%, il y en a que 5 qui concernent le déplacement du groupe professionnel, des joueurs, de l'entraîneur, etc., du staff. Le reste, c'est plutôt les spectateurs. Donc le gros enjeu, il est là. C'est vraiment comment on a fait venir les spectateurs sur notre événement. Si on réduit le nombre d'événements et de matchs, clairement, déjà... voilà. Par définition, ça réduit. Par définition, ça réduit un petit peu la pollution générée. Mais c'est aussi sur un match, comment, par exemple, si on prend un match de foot, comment on fait venir nos supporters. S'ils viennent en majorité en voiture, c'est effectivement problématique. S'ils viennent en métro, alors ça dépend évidemment des lieux, des stades, des villes. Moi, j'habite, comme on le disait, à Castres, donc je t'avoue que la voiture est prépondérante parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'infrastructures qui nous permettent de faire autrement. Mais quand on est à Paris, c'est, disons, beaucoup, ou en tout cas beaucoup plus difficile d'y aller en voiture qu'en transport en commun, à vélo ou à pied. Donc ça dépend évidemment des typologies. On peut pas appliquer la même chose à tous les clubs et à toutes les villes. Mais dans tous les cas, il faut réduire le nombre d'événements, le nombre de compétitions, et peut-être, alors ça c'est dans un monde idéal, je dirais, régionaliser un peu plus les événements, plutôt que les mondialiser et toujours plus globaliser. Je crois que dans un monde idéal, on arrive à procurer autant d'émotions avec des matchs plus locaux et plus régionaux, avec des matchs internationaux. Et je suis sûr que c'est plus. Ça peut paraître utopique, hein, mais je pense que c'est peut-être ça l'avenir. Et l'avenir, sera peut-être forcé, parce qu'on n'aura pas forcément, on n'aura plus forcément le choix, que demain un stade de 20 000 places peut être rempli pour un match qui ne sera pas qui ne sera pas un match important de top 14 par exemple, mais qui sera peut-être une affiche plus locale, mais qui générera autant d'émotions, autant de passion, qui générera peut-être autant de revenus aussi, hein, finalement. Pourquoi il faudrait absolument que ça soit un énorme match ou un match européen ou international qui génère autant de revenus quand finalement, peut-être qu'entre deux équipes proches, plus proches en tout cas, de manière générale, on arrive peut-être à générer autant de passion, parce que c'est ça en fait. Il y a l'aspect financier et il y a l'aspect passion et émotion que procure le sport. Et je me dis qu'on peut réussir à générer autant de revenus, même s'il faut aussi calmer un peu le jeu là-dessus, on en reparlera, et autant d'émotions et de passion autour d'un match qui est plus local, plutôt que sur un match international, européen, ou qui permet de faire brasser les foules sur des centaines ou des milliers de kilomètres. Donc je pense qu'il faut un petit peu faire redescendre un petit peu tout ça, régionaliser plutôt qu'internationaliser à tout va. Ok, donc du coup ce serait aussi la structure des compétitions qui devrait évoluer ou être ou faire sa révolution finalement pour que ce soit cohérent et adapté à l'écologie dans le monde du sport. Oui, forcément. Après, j'ai bien conscience que là, je parle de quelque chose qui est assez utopique aujourd'hui, qui n'aura pas lieu dès demain, mais peut-être après-demain. Peut-être après-demain, ouais. Exactement. Mais c'est pas inintéressant en fait, parce qu'on est habitué. Évidemment, on rêve tous de voir le PSG ou l'OM contre je sais pas moi, contre Manchester, contre le Bayern, etc. Et ça doit sûrement continuer. Je pense pas qu'on ait besoin de se couper de ça, mais il faut réduire un petit peu. Peut-être que la Coupe du Monde tous les 4 ans, est-ce qu'on ferait pas tous les 5, 6, 7 ans? Je sais pas. Enfin, il faut essayer d'un petit peu réduire un petit peu le nombre de compétitions internationales parce que c'est pas tant le fait que les deux équipes se rencontrent le problème. C'est le déplacement des spectateurs. C'est-à-dire qu'on est sur des stades plutôt grands, entre 50, 60, 80 000 places, qu'il faut les remplir, et que évidemment les gens viennent du quatre coins du monde, de l'Europe, et ça génère toujours plus de CO2, et donc ça vient contribuer au changement climatique.
Et le problème, c'est qu'on aimerait toujours avoir du sport dans 100 ans, quoi. On aimerait toujours avoir des émotions, on aimerait toujours avoir cette économie qui fonctionne, parce que c'est aussi des emplois. On parle souvent des sportifs, mais beaucoup d'emplois. Je suis bien placé pour en parler, puisque pendant 7 ans, 7 saisons, j'en ai fait partie de ces clubs et de cette économie. Donc je pense qu'il faut penser en fait, il faut toujours... On parlait de sport durable, on revient à ça. Il faut penser à l'avenir pendant qu'on organise nos événements aujourd'hui et pendant qu'on réfléchit. Et une Coupe du Monde tous les 2 ans, ce n'est pas viable. Très clairement. Je parlais de la Formule 1 parce que il y a des dissonances cognitives en moi. J'aime beaucoup la Formule 1 depuis que je suis enfant. Ouais. Je sais pourtant que c'est catastrophique d'un point de vue environnemental. Et c'est pas les courses, c'est pas les monoplaces le problème, mais plus la logistique et encore une fois le transport. Il y a 20 ans ou 30 ans, il y avait 10 courses en moins. On était à 15, 18 courses, une quinzaine de courses. Aujourd'hui, on est à 23, 24, 25 courses. Et puis, s'ils pouvaient en faire plus, ils en feraient plus, de toute manière. Donc, toujours pareil, quand on sait qu'en Formule 1, 0,7% des émissions globales de la Formule 1 sont liées aux monoplaces. 0,7%, c'est que dalle. Et plus de la moitié, 50 ou 60%, c'est les transports, la logistique, encore une fois. Donc quand on multiplie le nombre de courses et d'événements, et c'est pareil pour tous les sports, plus on les multiplie, plus on génère de pollution, et on a beau avoir un événement qui est propre sur place, oui c'est bien, mais c'est pas suffisant. Les équipements que tu as donnés, c'est le sport professionnel, mais c'est aussi adapté aux événements grand public. Enfin, je pense que tout l'écosystème du sport doit aussi repenser la façon qu'il draine son public. Et le public, ça peut être effectivement les spectateurs, comme tu le dis, mais potentiellement aussi les pratiquants. Et donc la question que j'avais, est-ce que finalement, mais l'enjeu, c'est pas aussi au territoire et aux collectivités territoriales de se réapproprier un peu le sport au niveau local pour développer une offre de sport adaptée, locale, réjouissante et passionnante finalement? C'est tout l'enjeu. Maintenant, on sait très bien que l'activité aime vivre du tourisme, et c'est normal. C'est normal. On peut pas leur en vouloir, quoi. L'idée, c'est aussi de mettre en avant sa région, son département, pour faire venir du monde et leur dire, venez vous amuser ici, c'est magnifique. C'est difficile de dire ne le faites plus. Alors quand c'est juste des déplacements français, déjà ça va. Évidemment, c'est toujours mieux de faire un week-end en Savoie quand on est à Paris que faire un week-end à New York. Là-dessus, évidemment, il n'y a pas photo. C'est aussi aux événements, je pense, de faire attention. Et j'avais un exemple en tête que je voulais souligner, c'est l'Ecotrail de Paris. J'en ai discuté avec les organisateurs récemment. Eux n'ont pas forcément envie de continuer à augmenter leur jauge de participants. Et surtout, ils ne communiquent plus qu'auprès d'un public qui est en Île-de-France. En dehors des élites, je crois, qui peuvent venir d'un peu plus loin, effectivement, du sud, etc. Mais pour les amateurs, comme les gens comme toi et moi, pour les gens qui font du trail, ils ne communiquent plus qu'auprès de gens qui sont en Île-de-France, parce qu'ils savent très bien que leur événement va générer de la pollution à cause de la mobilité. Et la mobilité, ce sujet des transports et de la mobilité, elle est centrale parce que c'est aujourd'hui le principal poste de pollution d'un événement, quel qu'il soit, et donc sportif. Et aujourd'hui, la jauge, elle ne bouge plus, elle n'a plus vocation à être augmentée. Et surtout, ils communiquent auprès d'un public qui est uniquement en Île-de-France et qui peut donc venir sur place via les transports en commun uniquement. Il n'y a pas besoin de venir en voiture, parce que de toute façon, à Paris, ça n'a beaucoup moins de sens qu'en campagne. Quand je parle de régionaliser les événements, je parle aussi de ça. Peut-être aussi, en fait, c'est d'arrêter d'aller chercher des gens qui sont en Allemagne, en Espagne ou ailleurs dans le monde, pour être un peu plus extrême, mais d'aller chercher des gens qui sont à côté. Et en fait, ils arrivent très bien à vivre avec les franciliens qui viennent sur l'événement. Ils n'ont pas forcément besoin de communiquer à Toulouse, à Bordeaux, faire venir ces personnes-là. Après, si elles souhaitent y aller, elles y vont. Et après, elles mettent en place tout un processus pour inciter les participants à venir par des mobilités qui sont douces, ou actives en tout cas, ou des transports. C'est aussi ça qu'il faut réussir à entendre. C'est peut-être limiter un peu, mais
on va se confronter toujours pareil à un problème financier, à un problème économique de est-ce que ça suffira à certains acteurs pour leur économie. Quand on parle de faire venir des gens locaux en montagne, par exemple du côté de Grenoble, est-ce que ça va suffire à ces stations? Est-ce que ça va suffire à l'économie locale d'avoir les personnes locales, oui, qui viennent? Probablement pas. Mais mais c'est peut-être ça l'avenir. Ouais, on en parlait dans un autre épisode de ce podcast Demain c'est loin avec Arnaud Soroy justement qui parlait de l'importance de la décroissance, ou en tout cas l'enjeu de décroissance. Où est-ce qu'on situe le curseur? Et je pense que c'est un discours décroissant que je tiens aujourd'hui. Je pense que je tiens un discours décroissant et est-ce que, enfin, si la décroissance est souvent décriée, mais si elle est planifiée, il y a pas vraiment de problème à avoir. Enfin, ça ne génère pas vraiment de soucis. Elle est planifiée, organisée, bien gérée, anticipée aussi. C'est pas si problématique que ça. Et voilà, c'est pas parce que je dis qu'il faut régionaliser les événements qu'il faut demain arrêter les Jeux Olympiques. Pour moi, il ne faut pas arrêter les Jeux Olympiques, mais il faut juste mieux les construire. Et je pense que Paris a donné un bon exemple. L'exemple n'est pas parfait, évidemment, mais Paris donne un bon exemple sur la marche à suivre pour les prochains événements, quels qu'ils soient, les Jeux comme des plus petits événements locaux. Pour moi, il ne faut pas arrêter les Jeux parce que les Jeux sont vecteurs d'émotion, d'inclusion, génèrent tout un tas de choses positives. D'externalités positives. D'externalités, merci beaucoup. Parce que chose, c'est pas du tout adapté. D'externalités positives que peut-être, que c'est nécessaire de conserver cet événement-là. Maintenant, toujours pareil, c'est la récurrence de ces événements. Peut-être que les Jeux seraient encore plus beaux et plus merveilleux et plus incroyables si c'était tous les 6 ans ou tous les 8 ans. Je dis pas que j'en ai envie, je suis un fan de sport, donc j'ai envie d'avoir du sport tout le temps, de vibrer avec ces événements-là. Mais il faut penser à quelque chose d'un peu plus grand qui est notre planète et notre vie sur Terre. Ouais. Est-ce que tu as d'autres idées pour le sport de demain qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent? Alors, d'autres idées, je ne sais pas. Juste un point que j'aimerais souligner, un constat par le WWF, un rapport qui explique, et je pense que c'est important aussi ça donne du grain à moudre aux idées que j'ai pu tout à l'heure. Il y a un rapport du WWF qui date de juillet 2021 qui explique que dans un monde à plus 2 degrés, on perd 1 mois de pratique sportive, et dans un monde à plus 4 degrés, on perd jusqu'à 2 mois de pratique sportive. Donc déjà qu'en juillet et en août, il n'y a pas beaucoup de sport parce qu'il fait déjà très chaud. Il faut imaginer qu'en juin et en septembre, il n'y en a plus vraiment non plus, sans parler du fait que le niveau de mer augmente. Donc les activités littorales, les clubs de voile par exemple, vont être placés. Enfin, il y a tout un tas de conséquences assez importantes qui peuvent avoir lieu. C'est pareil pour parler du ski, c'est exactement la même chose. Les pelouses, on pourra peut-être plus les arroser non plus, donc elles seront peut-être jaunes. Et est-ce que c'est pareil, encore une fois, est-ce que pour les télés c'est si grave que ça finalement, qu'elles ne soient pas si vertes que ça? On peut les repeindre. On peut les repeindre, il y a peut-être je crois d'ailleurs qu'il y a des choses qui se développent là-dessus, évidemment naturelles, mais voilà, le constat est important, c'est important de l'avoir en tête, c'est que je crois qu'on est dans une trajectoire à plus 3,2 ou 3,5, donc on est plus proche des que des 2, donc ça veut dire potentiellement jusqu'à 2 mois de pratique sportive en moins, donc c'est un problème de santé publique, déjà, parce qu'on sera amené à moins faire de sport. Et puis pour les fans de sport, c'est un problème tout court parce que c'est moins de matchs, c'est moins de compétition, c'est moins d'émotions. Encore une fois, je crois que le sport en est un gros vecteur. Donc il s'agit pas de un peu de transition écologique dans le monde du sport ou de le faire parce que c'est à la mode ou pour l'image. En fait, il faut juste sauver notre pratique. Et quand on parle de faire moins de compétition, on aura peut-être en fait plus le choix aussi. Dans 50 ans, on n'aura plus le choix que de se dire on va réduire le nombre de participants dans cette compétition, on va réduire le nombre d'équipes dans un championnat parce qu'on ne peut plus faire 34 ou 38 journées en 8 mois. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Est-ce que tout simplement il y a des sports qui vont disparaître parce que plus la place pour les faire, plus les conditions pour les faire, quand je parle d'optimum, je parle de conditions respectueuses pour l'environnement et pour la planète. Ouais. Est-ce que c'est ça le sport de demain? Le sport dernière saison de ski. Ouais, alors ça, j'en ai bien peur.
le ski soit pratiqué. Ça, je crois que on y va droit, très clairement. Maintenant, le sport doit s'adapter, oui, il doit aussi changer. C'est pas l'un ou l'autre. Je pense qu'il faut éviter le fatalisme, en tout cas, et se dire, il y a encore le temps de sauver quelques degrés, parce que l'idée, c'est que même si on est sur une tangente une ligne à plus 3 degrés, si on peut être à 2,5, ce sera que à 3, ou à 3,5, ou à 4. Donc il faut essayer de sauver le maximum de maximum de ces températures-là, de cette hausse de température. Oui, il y a des sports qui vont sûrement amener pas à disparaître, mais du moins être beaucoup moins pratiqués. Les sports d'hiver, en tout cas le ski alpin par exemple, est en première ligne. Et je sais que on le sait, les montagnes, les entreprises qui sont ces montagnes sont déjà en train de s'adapter, à se dire on va changer nos pratiques, on va se mettre au vélo, on va se mettre à tout un tas de pratiques qu'on voit plutôt au printemps ou en été. On va aussi les développer en hiver, parce que il faut toujours pareil dans cette optique d'économie locale, de faire vivre certaines personnes, c'est aussi des emplois, donc il y a un vrai sujet là-dessus. Mais oui, s'adapter, changer d'abord, mais aussi s'adapter. Ouais. Est-ce qu'on doit aller plus loin dans l'engagement écologique citoyen pour faire changer les choses, ou est-ce que peut-être qu'il faut légiférer, peut-être qu'il faut des subventions ou une carotte économique pour que le changement vienne directement dans les oreilles des décideurs? C'est quoi la bonne pratique? Est-ce qu'il y en a une, ou est-ce que c'est tout ça qui va faire évoluer les choses? Pour moi, c'est un peu tout ça. C'est oui, pour certains, la carotte économique va venir, pour d'autres, la sanction va fonctionner. Il y a une histoire de génération aussi. On en parlait tout à l'heure, mais je pense que la génération qui arrive sera plus sensibilisée à ces enjeux et naturellement fera peut-être les choses de manière un peu plus correcte, ou de manière plus éco-responsable. Les lois aussi, évidemment. Ça, c'est une obligation. Alors, ça prête à débat souvent, mais ça reste intéressant à débattre, mais l'interdiction des voitures thermiques à partir de, je ne sais plus quelle date, 2035, je crois. Ce sera des voitures électriques ou à hydrogène ou par je ne sais quel carburant qui aurait peut-être été inventé d'ici là, mais même si ça prête à débat sur le volet électrique, ça reste moins d'émissions générées dans tous les cas en France, parce que notre électricité est assez décarbonée par rapport à d'autres pays. Donc il faut légiférer sur un certain nombre de points pour réduire les émissions générées par toutes les industries. Ça peut être l'industrie automobile comme l'industrie du sport. C'est un peu tout ça. Il n'y a pas qu'une seule solution qui va fonctionner pour tout le monde. Il y a plein de solutions certains leviers vont plus fonctionner pour certains, pour les uns, pour les autres. Il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. Ouais, donc c'est finalement individuellement et collectivement qu'on arrivera à intégrer et à vivre ensemble, faire société et survivre sur cette planète potentiellement de plus en plus chaude. Enfin, pas potentiellement, mais qui sera de plus en plus chaude. Qui sera de plus en plus chaude. Et rappelez, l'idée, c'est pas l'idée, c'est pas forcément de sauver la Terre, c'est de sauver le vivant sur Terre. Et donc les êtres humains, certes, évidemment, mais tout le vivant qui est autour de nous, qui est indispensable à notre survie aussi. Merci Mickaël, ce sera le mot de la fin pour cette partie 2. Avant qu'on se quitte, ce que je te propose, c'est de nous parler librement de recommandations. Qu'est-ce que tu nous suggères d'écouter ? Alors, c'est pas forcément un conseil culturel, mais plus un conseil de mode de vie et de mode de pratique sportive, en l'occurrence. Il y a aujourd'hui beaucoup de façons d'être éco-responsable dans sa pratique sportive. Il y a des marques aujourd'hui qui existent et qui sont assez pérennes aussi, qui permettent de faire du sport en étant éco-responsable. Si vous faites du running, par exemple, je pense qu'il y a des marques comme Circle, comme Nolt, comme Beaumolet aussi, qui proposent des articles alors soit qui sont issus de plastique recyclé. Je pense à Nolt par exemple, que je connais bien, qui pour schématiser un petit peu, repêche le plastique dans la Méditerranée, qui au passage est la mer la plus polluée du monde. On ne le sait pas suffisamment. Okay. Et qui fabrique à partir de ce plastique-là des maillots. Et ces maillots-là sont circulaires, c'est-à-dire qu'ils arrivent à en faire, à recycler même les maillots derrière un certain nombre de fois.
Quand on joue au foot ou au rugby, on a aussi des ballons qui sont de plus en plus éco-réparables aussi. Je pense à Rebond, à Vista. Enfin voilà, il y a tout un tas aujourd'hui de marques et de solutions qui permettent à chacun d'être éco-responsable, et au-delà même d'acheter du neuf, je crois qu'il faut aussi penser à la seconde, à l'occasion. Il y a des applications aujourd'hui dans le sport qui nous permettent aussi d'utiliser des articles qui ont déjà été utilisés, peu ou pas beaucoup, ou pas du tout même. Je pense à Barouders, à Sportid, qui sont des applis qui nous permettent d'aller acheter peut-être un vélo d'occasion, un vêtement d'occasion qui est toujours en bon état, et le meilleur article, le meilleur vêtement de sport ou le meilleur produit est celui qui a déjà été utilisé, évidemment, et celui qu'on ne peut pas. On évite ainsi la surconsommation, la surproduction, qui est aussi très néfaste pour la planète. Ok, on mettra tous les liens de ces beaux projets dans la description du podcast. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Si vous souhaitez poursuivre l'échange avec moi sur l'écologie ou avec Mickaël, on se donne rendez-vous sur les pages LinkedIn de l'Observatoire Sport et Digital ou d'Ecolosport. Si vous avez aimé cet épisode, vous le savez, vous pouvez nous aider à le rendre visible. Pour cela, plusieurs solutions. Vous pouvez en parler lors de votre prochain covoiturage, vous pouvez transférer le lien vers cet épisode auprès de vos collègues, des décideurs ou de tous vos partenaires, ou simplement, et ça vous prend 2 secondes, vous pouvez noter cet épisode et si possible lui mettre 5 étoiles. On se donne rendez-vous prochainement pour un autre sujet, une autre thématique sur le futur du sport. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté de la sortie d'un nouvel épisode. On se retrouve ici pour un prochain épisode ou ailleurs pour poursuivre l'échange. En attendant, n'oubliez pas de penser à demain, même si demain c'est loin.